Vous vous tenez dans les ombres du palais de Greenwich par une matinée étouffante de juillet 1588. L'air est épais, chargé d'un mélange d'odeurs, corps non lavés, joncs pourrissant au sol, et ce parfum douceâtre et écœurant dont les courtisans se noient pour masquer ce qui se cache dessous. Derrière les lourdes portes de bois, vous entendez le bruissement de la soie et le murmure feutré des voix tandis que la reine Élisabeth Ière tient sa cour. Mais en vous approchant, une autre odeur perce le masque floral. Quelque chose de tranchant et métallique, comme des pièces de cuivre abandonnées dans l'eau stagnante, mêlées aux muscs terreux de corps qui ne connaissent le savon que comme un étranger. La reine vierge, Gloriana elle-même, trône resplendissante dans un tissu d'or et de perles, son visage pâle peint blanc comme neige fraîche. Elle sourit, révélant des dents couleur de feuilles d'automne, et quand elle parle, les courtisans se penchent en avant, non seulement par respect, mais parce que la distance rend ses paroles plus supportables. Voici la femme qui a vaincu l'armada espagnole, qui a gouverné l'Angleterre pendant 45 ans, d'une main de fer enveloppée dans des gants de soie. Mais sous cette façade magnifique se cachaient des habitudes qui feraient reculer d'horreur n'importe quelle personne moderne. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces récits anciens depuis différentes parties du monde, reliés à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. La vérité sur l'hygiène personnelle d'Élisabeth Tudor se lit comme un catalogue de cauchemars médiévaux, chaque habitude plus révoltante que la précédente. Pourtant, pour comprendre pourquoi la plus grande reine d'Angleterre vivait ainsi, nous devons d'abord comprendre le monde qu'elle habitait. Un monde où se baigner était considéré comme dangereux, où la médecine relevait de l'approximation, et où même la royauté vivait dans des conditions qui nous horrifieraient aujourd'hui. Élisabeth Ière était en réalité progressiste pour son époque. Elle se baignait une fois tous les 3 mois, qu'elle en ait besoin ou non. Ses propres mots, enregistrés par ses courtisans, étaient qu'elle se baignait une fois tous les 3 mois, que j'en ai besoin ou non. La plupart de ces sujets passaient des mois, voire des années, sans un bain complet, croyant que l'eau ouvrait les pores et rendait le corps vulnérable aux maladies et aux esprits maléfiques. Quand Élisabeth se baignait, c'était une production digne d'une représentation théâtrale. Les serviteurs traînaient d'énormes cuves en cuivre dans ses appartements privés, les remplissant d'eau chauffée sur d'immenses feux de cuisine. L'eau venait de la Tamise, déjà polluée par les déchets de la population croissante de Londres. L'eau de la rivière était brune et épaisse de déjections, d'animaux morts et d'eaux usées industrielles provenant des ateliers et des tanneries de la ville. Le savon disponible était un mélange grossier de graisse animale, de cendres de bois et de lessive, plus susceptible d'arracher la peau que de la nettoyer. La graisse provenait de porcs et de bovins, souvent déjà rances. La cendre était ramassée dans les cheminées du palais, transportant suie et résidus. Mélangée à la lessive, cette concoction créait un savon assez dur pour enlever la peau en même temps que la saleté. Mais 90 jours, c'est long entre 2 bains. Au fil des semaines, le corps d'Élisabeth accumulait des couches de sueur, de peau morte et de diverses substances qu'elle appliquait pour masquer son odeur. À la fin de son cycle de 3 mois, les courtisans savaient quand la reine approchait bien avant qu'elle n'entre dans une pièce. Les documents de la cour de 1579 rapportent un incident révélateur. L'ambassadeur français se plaignit dans une lettre à son roi qu'il avait dû tenir un pomander, rempli d'herbes douces contre son nez pendant son audience avec la reine. Car la personne royale dégageait une telle odeur que la conversation rapprochée devenait une épreuve d'endurance. L'épouse de l'ambassadeur s'évanouit pendant un dîner formel, non pas de chaleur comme annoncé publiquement, mais à cause de l'odeur écrasante émanant de la table royale. Les dents d'Élisabeth furent peut-être son désastre d'hygiène le plus infâme, devenant un sujet de ragots internationaux et de préoccupations diplomatiques. Dans la quarantaine, elles étaient devenues complètement noires de caries, et la vue de son sourire devint si troublante que les ambassadeurs étrangers écrivaient des rapports détaillés à leur pays d'origine.
Les problèmes dentaires de la reine commencèrent avec son appétit insatiable pour le sucre. Au XVIe siècle, le sucre coûtait plus cher que l'or, en faisant un symbole de statut. Le régime quotidien d'Élisabeth comprenait du massepain, des violettes sucrées, des fruits confits, des confitures et des vins doux. Elle grignotait du sucre tout au long de la journée, laissant les cristaux se dissoudre lentement dans sa bouche, baignant ses dents dans le sucre pendant des heures. Il n'y avait aucune compréhension de l'hygiène dentaire, pas de brossage, pas de fil dentaire, pas de nettoyage régulier. Les meilleurs soins disponibles étaient des rinçages occasionnels avec du vin ou de l'eau de rose, qui contenaient du sucre et accéléraient en fait la carie. Les dents d'Élisabeth commencèrent à brunir dans la trentaine, s'assombrissant vers l'ambre profond puis le noir, à mesure que la carie progressait. Les récits contemporains décrivent comment ses dents s'effritaient parfois quand elle mordait, laissant des fragments d'émail noircis sur ses lèvres. La douleur était atroce. Elle était parfois incapable de manger des aliments solides pendant des jours, survivant de bouillons et de médicaments liquides. Les registres de la cour la montrent tenant sa main contre sa mâchoire lors d'apparitions publiques, un geste que les courtisans apprirent à reconnaître comme un signe d'agonie dentaire. Le docteur John Dee prescrivait des remèdes horrifiants, rinçages à l'urine, perles broyées mélangées au vin, et pression de fer chaud contre sa mâchoire pour brûler la corruption. Dans la cinquantaine, Élisabeth avait perdu plusieurs dents entièrement, et celles qui restaient étaient lâches dans leurs alvéoles. L'haleine de la reine devint légendaire. Les courtisans la décrivaient comme le parfum d'un charnier et pire que l'odeur d'un champ de bataille après 3 jours au soleil. En 1590, l'ambassadeur vénitien écrivit « Les dents de la reine sont si noires et pourries que c'est un miracle qu'elle puisse parler. L'odeur de sa bouche m'a forcé à respirer par la bouche pendant toute notre audience. » La célèbre chevelure rousse d'Élisabeth était largement fictive après la trentaine, cachée sous des perruques qui devinrent leur propre source de cauchemars d'hygiène. La perte de cheveux de la reine était causée par les cosmétiques à base de plomb, qu'elle utilisait pour son teint blanc, mais aussi par divers traitements qu'elle appliquait en essayant de restaurer ses boucles naturelles. Les cheveux pour ces perruques provenaient de paysannes qui vendaient leurs chevelures pour soutenir leur famille. Ils étaient souvent sales et infestés de poux lors de l'achat, et les méthodes de nettoyage étaient rudimentaires. Les perruques étaient cousues sur des bases de soie ou de lin en utilisant des fils de tendon animal, équipés d'épingles et de peignes métalliques qui rouillaient à l'exposition de la sueur. L'état du cuir chevelu d'Élisabeth empirait tout. L'empoisonnement au plomb avait laissé son cuir chevelu couvert de plaies suintantes et de lésions. Le port constant de perruques empêchait une guérison appropriée, créant des cycles d'infection et d'irritation qui persistèrent toute sa vie. Les perruques n'étaient jamais lavées, seulement brossées et saupoudrées de poudre. Elles accumulaient des mois de sueur, d'huile et de pollution atmosphérique. La combinaison de cheveux non lavés, de matière organique en décomposition et de divers parfums créait une odeur unique que les courtisans apprirent à reconnaître comme la présence approchante de la reine. Les poux prospéraient dans l'environnement chaud et humide sous les postiches. Les dames de compagnie passaient des heures quotidiennes à épouiller les perruques, mais les parasites revenaient toujours en quelques jours. L'odeur était si puissante qu'elle s'attardait dans les pièces longtemps après le départ d'Élisabeth, nécessitant de l'encens ou des fenêtres ouvertes pour purifier l'air. La vanité de la reine concernant ses cheveux égalait son déni de leur état. Elle se vantait de ses belles boucles rousses, apparemment inconsciente que tout le monde savait qu'elle portait des perruques. Les ambassadeurs étrangers écrivaient des descriptions détaillées de ses postiches, souvent avec un amusement à peine dissimulé. Le visage blanc signature d'Élisabeth était obtenu par des applications quotidiennes de céruse, un mélange de plomb blanc et de vinaigre qui la tuait lentement. Cette concoction toxique était appliquée chaque matin avec des brosses en poils d'animaux, s'accumulant en couches qui se fissuraient et s'écaillaient comme du vieux plâtre. Le plomb provenait des mines de Cornouailles, où les ouvriers mouraient régulièrement d'exposition. Broyé en poudre fine, il flottait dans l'air comme de la poussière, recouvrant tout dans les appartements d'Élisabeth.
Le vinaigre, fabriqué à partir de vin aigre, ajoutait une morsure acide au mélange déjà caustique, rongeant sa peau tout en piégeant le poison contre sa chair. Le processus d'application était une torture. Le mélange brûlait lors de l'application, faisant pleurer ses yeux et sa peau rougir. Élisabeth devait rester immobile jusqu'à 1 heure pendant que ça séchait, incapable de parler, manger ou boire. Lorsque la céruse séchait, elle formait un masque beau, mais hideux. La surface blanche paraissait parfaitement lisse et pâle, mais dessous, sa peau naturelle était systématiquement détruite. Le masque se fissurait tout au long de la journée, nécessitant des retouches constantes et une surveillance vigilante au miroir. Élisabeth ne retirait jamais complètement son maquillage. Au lieu de cela, elle appliquait de nouvelles couches sur les anciennes, créant une accumulation de plusieurs couches d'épaisseur. Quand elle tentait de l'enlever, la céruse durcie devait être grattée avec des peignes d'ivoire, arrachant souvent la peau et laissant des éraflures sanglantes qui seraient recouvertes de poison frais le lendemain matin. L'empoisonnement au plomb affectait tout son corps. Elle souffrait de fatigue chronique, de problèmes de mémoire et de sautes d'humeur. Ses cheveux tombaient en touffes, les dents devenaient lâches et décolorées, et son haleine prenait un goût métallique qu'elle essayait de masquer avec des vins doux. Sous le masque blanc, la peau naturelle d'Élisabeth était un spectacle d'horreur de plaies, de cicatrices et de décoloration qui empiraient chaque année. Les lèvres de la reine étaient peintes avec du carmin, des coléoptères broyés mélangés à des huiles qui rancissaient à la chaleur, développant des odeurs putrides qui se mélangeaient à son haleine. Les robes magnifiques d'Élisabeth n'étaient jamais lavées, jamais nettoyées, jamais autorisées à se reposer. Ces vêtements, valant plus que les gains d'une vie pour la plupart des gens, devinrent des dépôts de mois ou d'années de saleté accumulée qu'aucun parfum ne pouvait masquer. La reine possédait plus de 3000 robes, faites des plus belles soies, velours et brocart ornés de perles et de pierres précieuses. Mais leur construction rendait le nettoyage impossible. Multiples couches de tissus, broderies délicates et pierres précieuses ne pouvaient résister au savon dur. Au lieu de cela, les robes étaient nettoyées par aération, brossage et reparfumage. Élisabeth portait chaque robe pendant des jours ou des semaines, permettant à l'odeur corporelle, la sueur et les fluides corporels de pénétrer profondément dans le tissu. Les matériaux riches absorbaient ces substances comme des éponges, créant des archives permanentes de ces fonctions corporelles. Le processus d'habillage prenait des heures et nécessitait de nombreux serviteurs. D'abord venait la chemise, un sous-vêtement en lin rarement lavé, devenant jauni et raide avec la sueur accumulée. Par-dessus allait un corset en os de baleine et acier lacé si serré qu'il restreignait la respiration et la digestion. Jamais lavé et devenant un terrain fertile pour les bactéries. Les robes d'Élisabeth étaient sensibles aux taches à cause de leur couleur claire. Blanc, argent et or pâle montraient chaque marque. Une seule goutte de vin serait visible de l'autre côté d'une pièce. Le poids dépassait parfois 50 livres quand entièrement orné de bijoux, créant un effet de serre qui piégeait chaleur et humidité, causant une transpiration profuse absorbée par les couches les plus intimes de tissu. Ces bas, faits de soie ou de laine fine, étaient rarement lavés et développaient des trous révélant des ongles d'orteils jaunis et incrustés de saleté. Les chaussures devenaient des dépôts d'odeurs de pieds et d'infections fongiques, avec le cuir se déformant et se tachant, les intérieurs développant des odeurs permanentes perceptibles même non portées. L'attachement d'Élisabeth à certaines robes était si fort qu'elle refusait de se changer pendant des jours, prétendant qu'elles étaient favorites ou portaient chance. Cela empirait l'accumulation de saleté, avec des vêtements portés pendant des périodes prolongées, sans aucune tentative de nettoyage. Le système digestif d'Élisabeth était une source d'embarras constant, créant des problèmes d'hygiène au-delà de la simple mauvaise haleine. Son régime riche, ses médicaments et le stress chronique de gouverner créèrent une tempête parfaite de dysfonctionnement digestif tout au long de sa vie. Les repas élaborés de la reine duraient des heures et comprenaient des dizaines de plats, viande rôtie, sauces riches, desserts sucrés, vins et bières. La nourriture était fortement épicée pour masquer le goût d'avarie,
et les méthodes de cuisson ne faisaient rien pour tuer les bactéries prospérant à l'ère pré-réfrigération. Les favoris d'Élisabeth étaient particulièrement problématiques. Viandes riches et grasses comme le cygne rôti et le chevreuil, difficiles à digérer et causant de graves maux d'estomac. Elle consommait de grandes quantités de sucre sous diverses formes, perturbant l'équilibre naturel de son corps et contribuant aux problèmes dentaires. Ses habitudes alimentaires étaient aussi problématiques que ses choix alimentaires. Elle mangeait rapidement sans mastication appropriée, engloutissant la nourriture entre cérémonies de cour et réunions diplomatiques. Cette alimentation hâtive contribuait aux problèmes digestifs et aux urgences d'étouffement. Les problèmes commençaient presque immédiatement après avoir mangé, ballonnements sévères et gaz à la fois inconfortables et embarrassants. À une époque où les fonctions corporelles étaient honteuses, surtout pour les femmes, les problèmes digestifs d'Élisabeth causaient anxiété et humiliation constante. Les corsets serrés et les multiples couches de tissu empiraient la digestion, pressant estomac et intestin, et causant une douleur sévère. Élisabeth desserrait parfois ses lacets pendant les repas, hautement inappropriés et soigneusement dissimulés de la vue publique. Les gaz étaient légendaires parmi les courtisans, qui ignoraient poliment les sons et odeurs de la personne royale. Élisabeth s'excusait parfois des événements publics quand les problèmes devenaient trop sévères, prétextant la maladie quand le vrai problème était bien plus embarrassant. Ces problèmes digestifs étaient aggravés par les médicaments. Le mercure prescrit pour une possible syphilis était un puissant laxatif, causant diarrhée et crampes sévères. Les remèdes à base de plantes contenaient des ingrédients toxiques, causant nausées, vomissements et autres symptômes désagréables. La bouche entière d'Élisabeth était une plaie purulente créant des problèmes bien au-delà de la mauvaise haleine. Sa cavité buccale était devenue un terrain fertile pour bactéries et infections, créant odeurs et goûts qui imprégnaient chaque aspect de la vie quotidienne. La langue de la reine était souvent recouverte d'un film jaunâtre épais, donnant à son haleine des couches supplémentaires d'odeurs putrides. Ce revêtement, causé par des bactéries accumulées, des cellules mortes et des particules alimentaires, n'était jamais correctement nettoyé. Le manque d'hygiène buccale signifiait que ce revêtement s'accumulait pendant des jours et des semaines, créant des goûts permanents qu'Élisabeth décrivait comme amers comme l'absinthe. Ses gencives étaient gonflées et saignantes, considérées normales pour son âge et statut. Le saignement constant se mélangeait à la salive, créant un goût métallique qu'elle essayait de masquer avec des vins doux et des fruits confits. Le sang tachait aussi dents et langue, ajoutant à l'horreur de la cavité buccale. La production de salive d'Élisabeth était affectée par les médicaments et problèmes de santé. Elle produisait parfois une salive excessive, épaisse et filandreuse, s'accumulant au coin de la bouche et créant des filaments visibles en parlant. D'autres fois, sa bouche était inconfortablement sèche, faisant coller sa langue au palais et rendant la parole difficile. La consommation de sucre avait créé des environnements idéaux pour la croissance bactérienne. Les bactéries nourries au sucre vivaient sur dents et gencives, se multipliant et produisant de l'acide qui endommageait davantage les tissus buccaux. Le cycle était auto-perpétuel. Plus de sucre consommé pour masquer le goût de décomposition empirait la santé buccale. La gorge d'Élisabeth était chroniquement enflammée par l'infection buccale constante. Elle se plaignait de maux de gorge et de difficultés à avaler, symptômes attribués à diverses maladies, mais probablement causés par les bactéries déferlant de sa bouche pourrie. Ses tentatives de masquer les problèmes buccaux étaient désespérées, mâcher des herbes comme menthe et romarin, mais celles-ci étaient rapidement submergées par la pourriture sous-jacente. Elle expérimentait avec des rinçages buccaux faits de vin, vinaigre et miel, mais les solutions sucrées nourrissaient les bactéries et empirèrent les problèmes. La réponse d'Élisabeth aux problèmes d'hygiène écrasants était de s'inonder de parfums et huiles parfumées de plus en plus lourds. Mais cela créait de pires problèmes. Les parfums conçus pour masquer l'odeur naturelle se combinaient plutôt avec elle, créant des puanteurs uniques et écrasantes, d'une certaine façon, pires que les odeurs originales. Son parfum favori était le musc de civette, extrait des glandes anales du chat civette africain. Ce parfum musqué animal était le summum du luxe, mais combiné avec des mois d'odeurs corporelles accumulées,
créait des odeurs que les courtisans décrivaient comme un jardin de roses construit sur un puisard. L'application quotidienne de parfums prenait presque aussi longtemps que l'application du maquillage. Les serviteurs tamponnaient diverses senteurs sur les points de pulsation, en utilisant des brosses douces ou les doigts, saupoudrant des poudres parfumées dans vêtements et cheveux, créant des nuages de poussière parfumée se déposant sur tout. Mais les parfums du XVIe siècle étaient bruts, faits de produits animaux et d'extraits de plantes qui rancissaient à la chaleur. Les huiles tournaient à l'aigre, développant des odeurs putrides se mélangeant à l'odeur corporelle d'Élisabeth pour créer quelque chose de vraiment nauséabond. Les combinaisons de parfums frais et rances créaient des senteurs à la fois douces et révoltantes, comme des fleurs pourrissant dans l'eau stagnante. Les vêtements d'Élisabeth devenaient saturés de parfums concurrents, créant des nuages de senteurs portables la suivant partout. Différentes fragrances réagissaient entre elles, et avec sa chimie corporelle, créant des odeurs nouvelles, souvent désagréables, ne ressemblant en rien aux composants originaux. La chaleur corporelle faisait intensifier et changer les parfums tout au long de la journée. Les senteurs agréables du matin devenaient écœurantes et écrasantes à midi, positivement nauséabondes le soir. Élisabeth semblait inconsciente de cette transformation, continuant des applications de parfums frais tout au long de la journée, sans réaliser qu'elle empirait les problèmes. La collection de parfums de la reine était vaste et coûteuse, importée de toute l'Europe et du Moyen-Orient. Elle possédait des fragrances de fleurs rares, d'épices exotiques et de résines précieuses, chacune coûtant plus que les gains annuels de la plupart. Mais aucun argent ne pouvait acheter un parfum masquant avec succès des mois d'odeur corporelle non nettoyés. Les pieds d'Élisabeth étaient peut-être la partie la plus négligée de son corps, cachés dans des bas de soie et des chaussures élaborées, mais souffrant de conditions qui auraient choqué même le médecin le plus endurci. Les pieds de la reine étaient devenus une source de douleur et d'embarras constants, affectés par des infections fongiques, des ongles incarnés et diverses affections aggravées par ses habitudes d'hygiène médiocres. Le processus de soins des pieds d'Élisabeth était une épreuve quotidienne qu'aucun de ses serviteurs n'accueillait avec joie. Ses bas, faits des plus belles soies et laines, étaient pelés pour révéler des pieds ressemblant peu aux appendices délicats décrits dans la poésie courtoise. La peau était souvent blanche et gorgée d'eau par l'humidité constante, avec des plaques d'infection fongique créant une odeur rance de fromage. Les ongles d'orteil d'Élisabeth avaient poussé longs et épais, devenant jaunis et cassants par l'humidité constante et le manque de soins appropriés. Les ongles s'enroulaient souvent, créant une pression douloureuse contre les orteils et parfois poussant dans la peau. Les tentatives de la reine pour couper ses ongles d'orteil étaient grossières et résultaient souvent en coupures et infections prenant des semaines à guérir. Les espaces entre les orteils d'Élisabeth étaient des terrains fertiles pour les infections fongiques prospérant dans les environnements chauds et humides des chaussures. La peau devenait blanche et pelante, les infections se propageant aux ongles, les faisant épaissir et décolorer. L'odeur émanant de ces infections était distinctive et écrasante, décrite par les dames de compagnie comme du fromage pourri mélangé à du vinaigre. Les chaussures de la reine étaient des œuvres d'art devenues dépôts d'odeur de pieds et de croissance bactérienne. Faites du plus fin cuir et décorées de bijoux et broderies, ces chaussures n'étaient jamais nettoyées ou aérées. Au lieu de cela, elles accumulaient des mois de sueur, peau morte et divers fluides suintant des pieds infectés d'Élisabeth. Le cuir se tachait et se déformait, les intérieurs développant des odeurs permanentes perceptibles, même quand les chaussures n'étaient pas portées. L'habitude d'Élisabeth de porter les mêmes chaussures pendant des jours ou des semaines empirait les problèmes de pied. L'humidité constante de la sueur et le manque de circulation d'air créaient des conditions idéales pour la croissance bactérienne et fongique. La reine se plaignait parfois de sensations de brûlure et de démangeaison dans ses pieds, symptômes qu'elle attribuait à diverses causes, mais qui étaient probablement liés aux infections ravageant ses extrémités inférieures. L'odeur des pieds de la reine était si distinctive que les serviteurs pouvaient parfois dire quand elle approchait par l'odeur seule. L'odeur s'attardait dans les pièces longtemps après son départ, nécessitant fenêtres ouvertes et encens brûlant pour purifier l'air. Les ambassadeurs étrangers commentaient parfois les odeurs étranges,
semblant émaner du sol autour du trône de la reine, ne réalisant pas qu'il détectait l'odeur de ses pieds. La chambre à coucher d'Élisabeth était un dépôt concentré de tous les échecs d'hygiène. Une pièce où des mois de saleté accumulés créaient une atmosphère à peine respirable. Les quartiers de sommeil de la reine, qui auraient dû être un sanctuaire de repos et d'intimité, étaient devenus un cauchemar d'odeurs et de conditions insalubres défiant les constitutions les plus fortes. Le lit royal était un chef-d'œuvre d'artisanat et un monument de négligence. La structure élaborée à 4 colonnes était en chêne sculpté le plus fin, décorée de tentures en tissu d'or, coûtant plus que la plupart des châteaux. Mais les draps de lit, changés peut-être mensuellement si chanceux, étaient devenus raides avec la sueur accumulée, les fluides corporels et diverses pommades et poudres appliquées à la peau. Les draps, faits du plus fin lin importé, doux comme de la soie qu'en neuf, s'étaient transformés en matériaux semblables à de la toile, jaunis et tachés de fluides corporels imprégnés profondément dans les fibres. Les taches créaient des cartes des activités nocturnes d'Élisabeth, plaques sombres où elle avait transpiré pendant des nuits difficiles, zones jaunâtres où sa vessie avait cédé, taches rougeâtres où les plaies et lésions avaient suinté et saigné. Le matelas, bourré de duvet et de plumes censées procurer confort, était devenu un terrain de reproduction pour insectes et bactéries. Les plumes absorbaient humidité et odeur, créant des odeurs permanentes qu'aucune aération ne pouvait éliminer. Le matelas, jamais nettoyé ni remplacé, accumulait des années de fluide corporel pénétrant profondément dans son cœur. La chemise de nuit d'Élisabeth était en lin fin et dentelle devenue une seconde peau de saleté accumulée. Elle portait la même chemise de nuit pendant des semaines, ne changeant que lorsqu'elle devenait si raide de fluide corporel séché qu'elle était inconfortable. Le vêtement jaunirait et se raidirait, développant des taches permanentes marquant les schémas de ses habitudes de sommeil. La chambre à coucher était gardée hermétiquement fermée pendant l'hiver pour conserver la chaleur, piégeant toutes les odeurs à l'intérieur et créant une atmosphère épaisse et oppressante. L'air devenait lourd d'odeurs de corps non lavés, de peau de chambre, de parfums rassis et de divers médicaments entourant le lit royal. Les serviteurs entrant tôt le matin étaient souvent pris de nausées ou retenaient leur souffle, luttant pour ne pas vomir face aux puanteurs écrasantes. Alors qu'Élisabeth entrait dans la dernière décennie de sa vie, les problèmes d'hygiène atteignaient des crescendos d'horreur qui auraient été inimaginables, même selon ses propres normes des années précédentes. Les effets accumulés de décennies d'hygiène médiocre, d'empoisonnement au plomb et de conditions médicales non traitées avaient transformé la reine autrefois glorieuse en incarnation vivante de la décomposition et de la négligence. La peau de la reine était devenue un patchwork de plaies, cicatrices et décolorations qu'aucun maquillage ne pouvait dissimuler. Des années d'empoisonnement au plomb avaient laissé son visage criblé et cicatrisé, avec des lésions profondes qui suintaient et formaient des croûtes avant d'être recouvertes de nouvelles couches de cosmétiques toxiques. Sa couleur de peau naturelle était devenue d'un jaune-vert maladif, résultant de dommages hépatiques et de problèmes internes causés par les médicaments et une mauvaise alimentation. La perte de cheveux d'Élisabeth devint complète, laissant son cuir chevelu comme un champ de bataille, de plaies infectées et de tissus cicatriciels. Les perruques devenaient plus lourdes et plus élaborées, alors qu'elle essayait de compenser sa calvitie. Mais la pression et le poids constant ne faisaient qu'aggraver les problèmes de cuir chevelu. On la voyait parfois se gratter frénétiquement la tête lors d'apparitions publiques, tirant du sang et créant de nouvelles blessures qui prenaient des semaines à guérir. Ses dents restantes étaient si lâches qu'elle pouvait à peine mâcher de la nourriture solide. Son régime fut réduit à des bouillons, des pains mous et des médicaments liquides. Mais même la nourriture simple causait parfois de la douleur. L'infection buccale constante s'était propagée à la gorge et au sinus, causant une inflammation chronique, rendant la parole et la respiration difficiles. L'odeur corporelle d'Élisabeth atteignait des niveaux d'intensité presque surnaturels. Les combinaisons de peau non lavée, de blessures infectées, de dents pourries et de parfums rances créaient des odeurs que les courtisans décrivaient comme le parfum de la mort elle-même. Sa présence pouvait être détectée depuis plusieurs pièces de distance, et les serviteurs fuyaient parfois en entendant qu'elle approchait.
L'état mental de la reine s'était détérioré, possiblement à cause de l'empoisonnement au plomb et des toxines accumulées. Elle oubliait parfois des conversations récentes, se répétait sans cesse, ou entrait dans des rages violentes pour des affronts perçus mineurs. Son comportement devenait de plus en plus erratique et imprévisible, rendant la gestion de la routine quotidienne difficile pour les courtisans. Lorsqu'Élisabeth Tudor mourut le 24 mars 1603 au palais de Richmond, il y eut un silence profond dans la chambre mortuaire. La femme qui avait dominé la politique anglaise pendant près d'un demi-siècle était partie, et avec elle mouraient les fictions élaborées qui avaient caché ces désastres d'hygiène de la vue publique. Les suites révélèrent l'étendue complète des problèmes dissimulés durant sa vie. Les serviteurs préparant son corps pour l'enterrement trouvèrent une femme ressemblant peu au portrait qui l'avait rendue célèbre. Les pièces où elle avait vécu et était morte conservèrent l'odeur distinctive pendant des mois après son départ, certaines zones du palais étant scellées et abandonnées, trop contaminées pour d'autres usages. Vous vous tenez à nouveau dans les ombres du palais de Greenwich, mais maintenant l'air du matin d'été ne porte que les parfums de roses des jardins soigneusement entretenus. L'horreur a été aseptisée, la vérité polie jusqu'à ce qu'elle brille, comme les façades dorées qui cachaient autrefois une réalité si révoltante. Mais si vous écoutez attentivement le vent à travers les pierres anciennes, vous pourriez encore entendre les témoignages murmurés de serviteurs morts depuis longtemps, les halètements d'ambassadeurs choqués, et la respiration laborieuse d'une reine qui a appris trop tard que certaines couronnes sont plus lourdes que d'autres, et que certaines victoires coûtent plus cher que la défaite. Le plus grand ennemi d'Élisabeth Tudor n'était pas l'Espagne ou la France. C'était le miroir reflétant le prix du déni des besoins de base de la chair mortelle. La femme qui prétendait être mariée à l'Angleterre mourut mariée seulement à sa propre décomposition, et le royaume qu'elle laissa derrière elle fut forcé d'aérer les palais et de repartir à zéro, espérant que le règne du nouveau roi sentirait meilleur que les 45 longues années putrides de la dernière reine.